Pour les 80 ans du lycée Claude Bernard, la classe de seconde 4 a rencontré Claire Denis, petite fille de Maurice Denis qui a fait les peintures murales du lycée. Selon vous, pourquoi Maurice Denis a-t-il choisi la culture classique française comme thème de la peinture centrale? Il a voulu à la fois choisir la totalité de ce qui était la culture à son époque, et ce qu'on apprenait dans les lycées notamment, et en même temps, il a voulu varier ses panneaux, ce qu'il faisait souvent dans des décorations. Autrement dit, il faisait un panneau le matin, un panneau le soir, par exemple. Et alors là, il a situé la philosophie dans l'Antiquité, dans un paysage de Grèce et de l'Antiquité. Il a situé les sciences dans un paysage de Paris complètement moderne, le plus moderne possible. Et il a pensé que ce qui était la culture littéraire et scientifique et mathématique était plutôt centré sur l'extraordinaire XVIIe siècle, qui a été un siècle de production d'œuvres fantastiques qu'on étudie encore aujourd'hui. Et donc, il a centré la culture classique, la culture littéraire dans ce qui est, et artistique, dans ce qui était le Versailles du XVIIe siècle. Maurice Denis avait l'habitude de prendre des commandes pour des lieux de culte. Qu'est-ce qui a été différent pour Claude Bernard, qui est un lieu d'éducation et de culture? Je pense que ce qui est intéressant quand il s'agit de construction, de décors, de maisons, mais aussi de publication de livres, etc., c'est que ce n'est pas un auteur qui décide tout, c'est un dialogue. Donc, on se trouvait devant un lycée, il fallait donc parler de la totalité des choses qui se passaient dans le lycée, qui avaient un rapport avec le lycée. Il a fait des décors il a fait par exemple un décor au théâtre des Champs-Élysées. Il a raconté l'histoire de la musique tout autour du plafond. Il a fait un décor au Sénat. Il a raconté, il a travaillé sur le thème de la paix. Il a fait un grand décor dans la salle principale de réunion de la Société des Nations, qui est maintenant l'ONU, à Genève. Et il a fait un grand décor sur la paix, par exemple, avec la paix qui est garantie par les soldats, par la force, mais la paix qui est surtout garantie par l'éloquence, la possibilité de dialoguer, parce que c'est le boulot des gens des Nations Unies que d'arriver à régler les problèmes, d'éviter les problèmes de guerre en discutant. Voilà, donc à chaque fois, il essayait de trouver un thème qui corresponde pile au bâtiment. Et il a fait aussi des décors d'église de la même façon, en essayant de les adapter de façon précise à chaque église. Donc c'était assez logique de choisir un thème relatif à l'éducation. Mais à partir de ce moment-là, et ça a forcément été discuté avec l'architecte d'une part, et les commanditaires, comme on dit, c'est-à-dire les gens de l'éducation nationale qui organisaient le lycée à l'époque, mais après, il a une grande liberté dans le détail du choix. On lui dit, vous travaillez dans ce sens-là, mais après, c'est lui qui choisit les thèmes, les paysages. Et il avait énormément aimé ses études au lycée. Et donc, ça lui semblait tout à fait normal. Quels étaient les livres et les auteurs du XVIIe siècle que Maurice Denis appréciait? Et pourquoi est-ce qu'il a décidé de représenter en particulier Bossuet, Descartes et Pascal dans ses fresques? Ça va m'amener à vous parler un tout petit peu de l'enfance de Maurice Denis. Je vais évoquer ça tout de suite. Les parents de Maurice Denis étaient des gens extrêmement simples. Et son père, notamment, était d'une famille paysanne de Normandie, avec beaucoup d'enfants, donc n'ayant pas possibilité d'avoir un carré de terre pour travailler là-bas. Il a donc été plus ou moins élevé par un de ses oncles à Paris qui tenait une épicerie. Et il a appris à gérer une épicerie alors qu'il n'avait pas le certificat d'études, rien. Et puis après, ce garçon s'est beaucoup débrouillé, très bien, et quand il a eu 18 ans, tout d'un coup, son oncle et sa tante qui n'avaient pas d'enfant, qu'il considérait comme leur fils, ont eu une petite fille.
Et alors ils lui ont dit, et ça on voit ça quand on lit les romans de Zola, ça raconte la même chose, ils lui ont dit, on a un enfant maintenant, toi tu t'en vas. Alors à 18 ans, il s'est engagé dans l'armée, il a été notamment envoyé en Algérie, et en Algérie, ayant l'habitude de gérer l'épicerie, on lui a fait gérer toutes les affaires du camp militaire. Et à un moment donné, il a demandé à monter en grade. C'est moi qui fais tout. Je suis toujours à un rang très bas sans salaire. J'aimerais monter en grade. Et on lui a dit, ben non, vous n'avez aucune étude. Jamais vous ne serez plus que caporal. C'est pas la peine. Alors il s'est dit, c'est pas possible. Il faut que je me batte. Et donc il a dans sa vie cherché une autre solution. Et la solution qu'il a trouvée, c'est d'entrer dans ce qui était le début des chemins de fer. Donc il est allé d'abord à la gare d'Alençon, sa ville d'origine, puis il est allé à Paris, et il s'est retrouvé à Paris, dans ce qui est maintenant la gare, à côté de ce qui est la gare Saint-Lazare, dans les chemins de fer de l'Ouest, et petit à petit, il est devenu un des principaux chefs de bureau de cet ensemble des chemins de fer de l'Ouest. Donc c'est un homme qui vraiment voulait, mais qui avait tellement souffert de ne pas pouvoir monter en grade parce qu'il n'avait pas d'études, qui s'est dit, le jour où je me marie, j'aurai un enfant, un seul, comme dans Zola, on voit ça aussi, un seul enfant, on fait tout pour que cet enfant-là réussisse, fasse des études, ait un bon métier, etc. Très bien. Et effectivement, ils habitaient Saint-Germain, l'enfant a été inscrit à partir de la 5e au lycée Condorcet, alors qu'il y avait des collèges à Saint-Germain où il aurait très bien pu aller. Et au lycée Condorcet, il a très bien travaillé. Mais spécialement dans ce qui était la littérature, il a fait du latin, du grec, il adorait ça. Il était moins bon en maths, pour dire vrai. Mais il a adoré tout ce qu'il a pu lire et tout ce qu'il a pu faire. Je répondrai plus précisément à la question sur les livres. Mais imaginez que cet enfant, quand il était tout petit, voulait déjà faire de la peinture. Et quand il avait votre âge, on en reparlera peut-être tout à l'heure, quand il avait votre âge, il a affirmé sa vocation de peintre contre son père, qui ne voulait pas qu'il soit peintre. Un peintre, moi je veux pas un peintre, c'est bon à rien un peintre, ça ne sert à rien un peintre. Moi je veux un garçon qui soit avocat, notaire, banquier, un vrai métier solide, quoi. C'est pour ça que j'ai donné toute ma vie pour lui. Et alors ça a été très compliqué avec son père. Et en fait, il a arrêté ses études en terminale. Il a poursuivi des très bonnes études jusqu'à la fin de la première, en passant la partie du bac qu'on passait après la première. Et puis après, il a dit, moi, je veux absolument aller travailler dans un atelier pour apprendre à dessiner, à peindre. Son père ne voulait pas, ils se sont bagarrés, et finalement, le père lui a dit, ben, écoute, si tu réussis les concours de l'école des beaux-arts, ok, tu pourras abandonner les études, mais attention, tu continues à préparer ton bac en candidat libre, hein, pas de blague. Il était très intéressé par la philosophie et notamment par Descartes et Pascal, qui sont des têtes très importantes. Et Descartes notamment a introduit dans la philosophie le fait que tout devait pouvoir se réfléchir, tout devait avoir une logique. Il a adoré La Fontaine, et c'est pas pour rien qu'il l'a mis au milieu de son grand décor dans votre lycée. Il a adoré La Fontaine et il savait par cœur des quantités de fables de La Fontaine. Mais il adorait aussi tout ce qui était la musique du XVIIe siècle, tout ce qui était les créations de l'architecture, des dessins, et tout ça est raconté dans la peinture chez vous. Il y a aussi l'architecture, l'art des dessins, le nôtre, etc. Donc il a pensé que le XVIIe siècle était une époque absolument merveilleuse. Alors, dans les livres qu'il aimait, je pourrais vous en citer des quantités. Quand il était jeune, il adorait Jules Verne, il adorait les livres d'aventure, il avait même rêvé d'être explorateur quand il était gamin, et il avait reçu des livres de prix
Et on recevait à l'époque des livres de prix bien reliés avec des papiers à l'intérieur qui indiquaient les prix. Et il avait reçu par exemple un livre de prix qui était un des tout premiers livres publiés sur le Japon. Donc grâce au livre, Maurice Denis a beaucoup découvert. Il a continué toute sa vie à avoir une bibliothèque importante. Ça vous va comme réponse? Parmi toutes les peintures que Maurice Denis a peint, en avez-vous une que vous appréciez particulièrement? C'est difficile de répondre à ce genre de questions, mais c'est une très bonne question, justement. C'est très compliqué parce que quand on vit dans son enfance, dans sa jeunesse, avec des peintures partout sur les murs, je dis souvent qu'il faut avoir les peintures dans le dos, derrière soi, pour commencer à les apprécier. Quand on visite les musées, on est debout, on défile debout, religieusement, devant un tableau, l'autre, là, ça participe à la vie. Donc il y a des peintures auxquelles je tiens beaucoup parce qu'elles ont participé à ma vie. C'est pas forcément la plus grande peinture de Maurice Denis ou d'autres artistes, c'est celle que j'avais dans ma chambre. C'est un petit peu compliqué de vous répondre. Mais de façon générale, quelle que soit l'époque à laquelle il a peint, je crois que ses peintures sont toujours extrêmement composées, très très équilibrées. Il faisait des petits croquis d'abord, il faisait même des croisillons pour que ce soit bien construit comme il le voulait. C'est équilibré pour le dessin, c'est équilibré pour les couleurs aussi. Et j'ai envie de dire que c'est ce côté-là qui est peut-être le plus merveilleux. Puis il y a des dessins, il y a aussi, moi je pense que je préfère, il y a des tableaux d'une tendresse infinie qui sont on sent l'amour qu'il a pour les personnes, l'amour qu'il a pour les enfants, subtil, tendre, délicieusement peint. En revanche, les tableaux de Maurice Denis ne sont pas des tableaux coup de poing. C'est jamais très expressionniste, ça n'est jamais très violent. Même quand vous avez vu à la chapelle, quand il peint la mort du Christ en croix, on ne peut pas dire que ça soit d'une violence extraordinaire. C'est toujours réfléchi, repensé par derrière. Mais je pense que ce sont ces tableaux de tendresse que je préfère, oui. Pourquoi Maurice Denis a-t-il représenté ses enfants dans ses œuvres en général? Je pense que c'est une question très importante parce que Maurice Denis a systématiquement, quels que soient les sujets, il a systématiquement représenté des gens qu'il connaissait, des gens de sa vie quotidienne. C'est intéressant c'est intéressant spécialement pour les sujets religieux. C'est classique. Pour les sujets religieux, on représente Jésus, la Vierge Marie, les saints, et généralement, souvent on les représente avec des visages qui sont, comme on imagine au paradis, des visages d'anges, qui sont désincarnés, sortis de notre réalité d'aujourd'hui. Et lui, au contraire, parce qu'il était croyant, donc pour lui c'était important, lui, au contraire, il pense que la seule chose qu'on connaît vraiment, c'est la vie d'aujourd'hui. Par exemple, vous l'avez vu au prieuré, il y a une annonciation où un ange vient annoncer à Marie qu'elle va être la mère de Jésus. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, Maurice Denis n'a très rarement représenté un ange dans cette situation. Parce que les anges, vous en avez peut-être vu, moi jamais en tout cas. Donc, si on doit m'annoncer quelque chose, ce n'est pas un ange. Qui est-ce qui peut m'annoncer une vérité religieuse, par exemple, ou un enseignement religieux? C'est un prêtre. Et donc, au lieu de mettre un ange, Maurice Denis a mis un prêtre, un diacre, qui vient annoncer à la Vierge qu'elle va devenir la mère de Jésus. Donc, à chaque fois, il intègre la vérité du quotidien dans le récit qu'il fait. Quand vous avez vu le vitrail de la chapelle, vous avez vu que autour de la crèche, il y a la scène du bas, c'est la grand vitrail. Hein. La scène du bas, c'est la crèche. Les personnages de la crèche sont tous les personnages de sa famille réunis, y compris lui d'ailleurs. Vous l'avez vu.
Au-dessus, il y a la scène de Jésus avec les apôtres autour de la grande table. Et bien autour de la grande table, il a mis uniquement des gens qu'il connaissait. Et considérant que les apôtres étaient des gens qui se sont engagés dans l'action chrétienne au moment de leur vie, il a mis comme apôtres des gens qui étaient engagés dans l'action catholique de son temps. Tel artiste, tel musicien, tel écrivain, tel éditeur qui ont joué un rôle positif. Et de la même façon, dans ce groupe des apôtres, chose complètement incroyable à l'époque, dans ce groupe des apôtres engagés dans l'action chrétienne, il a mis une femme. On ne la voit pas trop, on se dit c'est un garçon comme ça. En fait, c'est une de ses filles qui avait pris des positions énergiques dans cette direction-là. Donc à chaque fois, il engage dans toutes les situations de la vie des gens vrais. Mais attention, quand il s'agit de faire des récits historiques, par exemple, au Théâtre des Champs-Élysées, quand il a représenté l'histoire de la musique, Beethoven, c'est un vrai personnage, on prend sa tête et on prend une photo de Beethoven, une gravure de représentant Beethoven, et c'est lui qu'on met dans le tableau. Et quand on n'a pas de gravure, eh bien on prend un interprète ou une interprète d'aujourd'hui qui a très bien chanté tel ou tel musicien, et c'est elle qu'on met pour représenter l'époque. Donc à chaque fois, il y a un jeu. Alors, dans les peintures de Claude Bernard, c'est ce qu'il a fait. Dans les peintures de Claude Bernard, par exemple, et spécialement dans la culture classique, puisque vous vous y êtes intéressé, il a représenté dans un petit coin tout à fait à gauche, il y a un homme qui joue du violon, c'est Lully, il a pris une gravure de Lully, il a cherché dans un bouquin, et puis il a essayé de refaire la tête de Lully à cet endroit-là. Un peu derrière, dans le petit coin, il y a l'architecte, il y a un architecte et il y a le nôtre, le maître jardinier, celui qui a créé le jardin de Versailles et beaucoup d'autres choses. Et il a repris, c'est pareil, une gravure, et il lui a donné la tête de le nôtre. Et pour la fable, on ne sait pas qui c'est, il n'a pas pris la tête de La Fontaine, ce qu'il aurait pu faire. Il a pris sa petite fille Pauline, qui récitait les fables à l'époque, et Pauline se trouve entre le loup et le renard, si je me rappelle bien, en train de porter l'agneau dans ses bras. Donc il fait un mélange complet de portraits de l'époque, quand il y a des vrais personnages historiques à représenter, et de gens de sa famille quotidienne. Dans la peinture que vous avez, qui représente les sciences, la physique, chimie, biologie, il a été dans des laboratoires, il a fait plein de petits croquis pour voir les vrais objets qu'il y avait dans les laboratoires, il a représenté des vrais médecins ou scientifiques en train d'étudier des éléments, on a tous les petits croquis, après il les a intégrés dans sa peinture. Donc il considérait que, et ça, il faut que vous y pensiez pour vous tous, il considérait que la seule chose importante en vérité, c'est ce que nous sommes, nous, chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est à partir de ça qu'on peut trouver la vérité. Sinon, c'est des vérités plaquées. C'est votre vérité à chacun d'entre vous qui, finalement, va vous permettre de trouver la vérité de la vie. C'est par ce biais-là que vous pouvez bien comprendre. Et vous avez dans la peinture de la philosophie, vous avez deux femmes assises qui sont la psychologie, il y en a une qui se regarde dans le miroir. Il y en a une, la psychologie, qui regarde une tête de mort qui regarde les autres, parce que pour comprendre la psychologie, il faut bien observer les autres, mais il y en a une qui se regarde dans le miroir. Et ça, c'est drôlement important. Quel est le rôle de Maurice Denis dans l'histoire de la peinture ? C'est toujours très difficile de simplifier trop les choses, mais simplifions-les quand même, si vous voulez bien. À l'époque de Maurice Denis, quand il était tout à fait jeune, la peinture qu'on enseignait dans les écoles, qu'on enseignait à l'école des beaux-arts, était une peinture qu'on appelle académique. C'est-à-dire qu'on leur apprenait à composer des grandes décorations ou des grandes peintures avec des sujets un peu mythologiques, un peu préparés, avec des formes très belles, mais rien n'était très vivant. Après est arrivé l'impressionnisme. C'était un groupe de gens qui se sont dit, nous, on n'a pas envie de faire des sujets comme ça, trop composés, on a envie de
peindre les impressions de nos yeux. Ce n'est pas les impressions du cœur, les impressionnismes. C'est les impressions des yeux. Et donc, ils allaient dans la nature et ils peignaient la cathédrale de Rouen à 9 h du matin, à 10 h, à midi, à 4 h le soir, pour voir que ça variait, que les impressions pour l'œil variaient. Et ça a été merveilleux, les impressionnistes ont complètement rénové les choses. Mais ils peignaient la nature, la réalité. Ils étaient réalistes, un peu comme Zola disait qu'il peignait, qu'il décrivait dans ses romans la réalité du monde qui l'entourait. Et là-dessus est arrivée la photographie. Et si vous voulez avoir un portrait correct de l'un d'entre vous, le mieux c'est de faire une photo. Donc à la limite, repeindre la réalité, ça n'avait plus un grand intérêt. Et il s'est produit un mouvement qu'on a appelé le mouvement du symbolisme, d'abord en littérature, ensuite en peinture. Ce mouvement a consisté à dire la chose suivante. Bien sûr, un tableau, il faut représenter des choses sur une surface, on représente des éléments de la réalité, mais ça n'est jamais ce qu'on voit qu'il faut représenter, c'est d'abord son sentiment. Et par exemple, le même paysage, je peux le peindre avec des formes très douces, etc., ou avec des formes beaucoup plus violentes, et selon que mes lignes seront douces, arrondies, ou seront plus énergiques, j'exprimerai des sentiments différents que moi j'éprouve, de par la forme, de par la couleur. J'exprimerai des sentiments différents, et je ferai exprimer à ceux qui regardent mes tableaux des sentiments différents. Et Maurice Denis a parlé de la bourrasque, c'est un mot fort, la tempête de la bourrasque qui a secoué l'art français dans les années 90. Et cette bourrasque a constitué, avec beaucoup d'autres artistes, Gauguin, Van Gogh, qui sont intervenus à ce moment-là, cette bourrasque a constitué à dire, finalement, ça n'est pas la nature que l'on peint, la nature vue à travers une fenêtre, on peint nos sentiments, on exprime nos sentiments, nos émotions qu'on a devant la peinture, devant la nature, devant tel paysage. Et de par la forme, de par les couleurs, c'est d'abord nos émotions qu'on exprime. Et vous imaginez que de fil en aiguille, à force de se dire on exprime les émotions et pas forcément la nature, on en est arrivé à se dire à ce moment-là, il n'y a même plus besoin de représenter un sujet, on n'a qu'à se contenter de formes et de couleurs, et ça va suffire pour faire une œuvre d'art. Et on en est arrivé à l'art abstrait. Donc, Maurice Denis et le groupe des Nabis sont exactement à l'étape intermédiaire entre le réalisme, qui est l'impressionnisme. On peint la nature que l'on voit, les paysages les gens que l'on voit, et l'art abstrait. Et eux, ils pensaient qu'il fallait bien sûr conserver un sujet, conserver un paysage, une maternité d'un sujet, mais ne peindre que pour exprimer un sentiment. Au fond, peindre pour exprimer son sentiment, s'exprimer soi-même. C'est donc très important, et pour la peinture et pour l'ensemble de l'histoire de l'art, vous l'imaginez. Donc, grâce à cette sortie chez Claire Denis, nous avons appris beaucoup plus sur Maurice Denis ainsi que ses peintures qui se trouvent à l'entrée du lycée. Et on espère que les nouveaux arrivants au lycée Claude Bernard comprendront un peu plus l'histoire de ce bâtiment.